Donc la dernière session. Donc accrochez-vous, courage, qui va nous permettre de focaliser sur un secteur industriel. Donc on va se raccrocher à quelque chose de connu, secteur industriel emblématique en France évidemment, avec deux beaux champions mondiaux. Et puis, d'une manière générale, bâtiment et urbanisme, un secteur qui s'intéresse au low-tech. Moi, je suis sur la région de Nantes où il y a un pôle de compétitivité régional qui s'appelle NovaBuild et qui a porté sur un de ses domaines d'activité stratégique la question des low-tech. J'ai vu également, on parlait tout à l'heure de labellisation. J'ai vu également à Nantes un bâtiment réhabilité qui s'était auto-déclaré bâtiment low-tech. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a de quoi dire sur le bâtiment et puis c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Donc on va pouvoir tout de suite aborder... Ah oui, et un dernier point aussi, c'est que cette focalisation sur le secteur du bâtiment et de l'urbanisme nous permettra aussi peut-être d'aborder en guise d'ouverture peut-être pour la fin, la question de la prospective, voilà, parce qu'on peut aussi aborder la prospective low-tech via ce secteur du bâtiment. Donc pour commencer, nous accueillons Benjamin Zimmermann, donc, qui est ingénieur de formation, qui est fondateur et directeur du bureau d'études Éléments Ingénierie, qui a été créé en 2004. Bureau d'études engagé dans l'ingénierie environnementale et énergétique pour l'architecture et le bâtiment, avec une expertise forte en conception bioclimatique. Par ailleurs, Benjamin a enseigné ou enseigne encore en école d'architecture et donc s'intéresse à la question de la formation envers les ingénieurs sur la question de la low-tech et il va nous présenter ce que je vais ouvrir tout de suite, à savoir l'impensé de la technique dans les bâtiments. Ouais, je te laisse venir, hein, Benjamin. Je suis désolé. Alors, c'est moi la technique, ça me connaît. C'est toi, c'est bon là. Tac, tac. Zou. Tiens, je te passe le micro. Merci pour l'introduction et bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. Oui, là, donc, là, il faut encore mettre en mode présentation, c'est ça. Et ensuite, j'ai juste les petites flèches et ça devrait passer. Donc, je ne redonne pas le titre qui est trop long, sinon j'ai déjà mes 15 minutes. D'ailleurs, je vais essayer de me mettre quand même un petit chrono. Sous contrôle de marque, vous êtes 3. On peut faire 25 minutes. Il faudrait qu'on ait terminé à 18h. Pour ceux qu'on... Initialement, c'était 18h. Oui, donc c'est 15 minutes de présentation, quand même, c'est bien de rester là-dessus. Puis tout le monde commence à être un peu fatigué, puis les gens se demandent pourquoi ils sont dans une conf où on parle de bâtiment alors que c'est pas leur sujet. Donc je vais essayer de le faire de manière à ce que ça puisse parler à tout le monde, parce que finalement le bâtiment c'est un produit un peu particulier parce qu'on ne fait que des prototypes. Puisqu'à chaque fois on recommence, on refabrique des équipes, etc. Donc c'est un produit prototype, c'est un produit quand même. Voilà, et juste pour introduire un peu plus, donc moi je suis vraiment un praticien, c'est-à-dire que tous les jours, aujourd'hui c'est les vacances en fait, hein, tous les jours je travaille sur des projets avec des architectes, avec des ingénieurs, ceux de mon équipe, d'autres ingénieurs, avec des clients, des maîtres d'ouvrage évidemment pour réhabiliter, construire. Voilà. Et l'approche low-tech ou la réflexion sur la low-tech, c'est une manière de prendre un peu de recul, de théoriser et peut-être à terme d'arriver à améliorer nos pratiques en sortant un petit peu du jus de tous les jours et des secousses que ça implique. Voilà. Alors, donc... je vais passer rapidement sur le sommaire. Je vais reposer un peu les bases de la manière dont on fabrique un bâtiment et les questions de confort et d'énergie qui viennent se poser avant de rentrer plus clairement, de manière assez précise sur le lien entre le low-tech et le bâtiment et pourquoi je trouve que ce concept de low-tech est quand même bien utile pour théoriser un peu la pratique et la faire progresser. La question des usages dont on a parlé plusieurs fois, dont je vais reparler peut-être à ma manière,
des exemples, donc des formes d'expérimentation finalement. Et puis une question finale qui est importante, c'est quelle ingénierie pour le low-tech, ou la low-tech, en fait, moi je dis le low-tech, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la low-tech. Mais voilà, vous me permettrez cette erreur, vous m'excuserez cette erreur. Quelle ingénierie pour la low-tech, puisque clairement, pour moi, c'est une démarche. Donc ça a aussi été dit tout à l'heure par certains intervenants. Donc je ne m'intéresse pas à faire des bâtiments low-tech, je m'intéresse à concevoir des bâtiments par une approche low-tech. Alors, fabriquer un bâtiment, en fait, c'est assez complexe. Complexe au sens du tissage, complexus en latin, la complexité selon Edgar Morin, par exemple. Donc, les questions de système apparaissent très vite parce qu'il y a beaucoup de choses dans un bâtiment. Donc, là, j'ai simplement mis un panneau de chantier. Vous en avez tous vu. Si vous vous arrêtez sur un panneau de chantier, vous verrez qu'il y a des lots. Et en fait, un bâtiment se fabrique en faisant un allotissement, c'est-à-dire en demandant à une entreprise de faire du gros œuvre, à une autre de poser des réseaux d'air et de chauffage, à une troisième d'électricité, etc., etc. Donc ça fait des lots, donc ça simplifie les choses d'une certaine manière parce qu'on coupe en petits morceaux. Donc ça, c'est aussi un peu la démarche cartésienne. On a un sujet complexe, on coupe en petits morceaux. Cette simplification par l'allotissement, en fait, elle pose beaucoup de problèmes parce que les interfaces sont évidemment mal gérées, elles sont compliquées. Donc on fait de plus en plus intervenir des spécialistes ou des gens qui sont missionnés pour faire la jonction, faire l'interface. À l'origine, c'était l'architecte qui avait une vision transversale, qui gérait tout. Aujourd'hui, un bâtiment est beaucoup trop compliqué, justement, par l'addition de choses, et en fait complexe pour qu'on y arrive. Donc, moi, j'ai un rapport un peu complexe, on va dire, à la simplicité. C'est-à-dire qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais on a tendance à trop simplifier dans le monde d'aujourd'hui, et du coup, ça pose plein de problèmes derrière. Souvent, les bâtiments ne marchent pas très bien, on est déçu, il y a plein de problèmes de réglage, etc. Donc ça, c'est un fait établi aujourd'hui. Il faut trouver comment dépasser ces limites-là, d'autant plus dans un monde où il y a une complexité inhérente au fait qu'il faut aller chercher, il faut faire des bâtiments bas carbone, il faut réduire les consommations d'énergie, etc., etc. Donc ça ne va pas aller vers la simplification d'une certaine manière. Alors, dans le domaine du confort et de l'énergie, c'est un peu pareil. On a beaucoup simplifié. Le chauffage central a environ 2 siècles. Hein. L'invention du chauffage central, c'est 2 siècles. Bon, ça ne se développe pas réellement avant la fin du 19e ou le début du 20e. Je n'ai pas fait d'études historiques là-dessus. Hein. Je ne suis pas un chercheur, je suis un praticien. Je crois que c'est à peu près ça. Donc, c'est quand même relativement récent, mais avec le développement du chauffage central et ensuite, un petit peu plus tard, de la climatisation, finalement, le Graal du confort thermique, c'est devenu ne rien sentir. Finalement, je sens pas, j'ai ni chaud ni froid, donc ça va. Si le sujet vous intéresse, à la fin des années 70, Lisa Eshong, qui était professeure au MIT, a écrit ce livre qui s'appelle Thermal Delight in Architecture, qui explique que la réalité physique, c'est pas du tout ça. Vous le savez vous-même, vous êtes allé à la plage cet été, c'était bien pour sentir de la chaleur. Donc la neutralité thermique n'est pas nécessairement un vrai gage de confort, mais c'est ce qu'on a décidé de faire dans les bâtiments. Et puis on a dit que, bon, en tout cas en France, hein, selon les pays, ça change. En France, on a dit il faut qu'il fasse 19 en hiver, même si on sait qu'on préfère plutôt 20 ou 21. Si on est dans une activité un peu statique, on a dit qu'il faut faire 26 en été, même si on préférerait 24 ou 25. Voilà, donc on s'est donné ça comme objectif, donc c'est des objectifs un peu simples, hein, des mesures de température de l'air, alors qu'en réalité, le confort thermique est lié à beaucoup d'autres choses, au mouvement d'air, à la température des parois, etc. Donc tout ça a été simplifié, et ensuite on a dimensionné, on fait des dimensionnements des systèmes techniques, donc vous savez, il y a du chauffage, il y a de la climatisation, il y a de la ventilation dans un bâtiment. On dimensionne tout ça aux extrémas, c'est-à-dire on dit en hiver, il faut que ça marche encore quand il fait -7 et qu'il n'y a personne dans le bâtiment. En été, il faut que ça marche quand il fait 32 et que le bâtiment est rempli. Et en gros, aujourd'hui, l'ingénierie climatique du bâtiment, c'est à peu près ça. Voilà. Et donc, ça passe un peu à côté de la réalité des choses et ça décrit un bâtiment qui est comme une machine.
D'où un certain imaginaire, on en a parlé plusieurs fois des imaginaires, un certain imaginaire qui est plutôt l'imaginaire du bâtiment-machine, du smart building. Et je m'inscris un peu en contre de cela. Alors, dans l'article qui va avec la conférence d'aujourd'hui, j'essaye de détailler un peu tout ça. Peut-être qu'il y a des bâtiments qui doivent être des machines, mais la plupart des bâtiments sont plutôt des milieux de vie dans lesquels on pourrait avoir des approches un peu moins axées sur la technologie et les machines qu'on met en place. Et ça pourrait peut-être marcher aussi bien, et c'est là qu'intervient le low-tech. Donc moi, j'aime bien m'appuyer sur ce qu'ont fait les autres parce qu'ils savent faire des choses, parce que j'ai pas le temps, parce que je suis pas aussi talentueux qu'eux. Donc moi, j'aime bien le livre de Biwix. Je vous l'avoue, j'ai senti dans l'assistance aujourd'hui que Biwix n'était pas toujours en odeur de sainteté. J'ai eu cette impression. Peut-être je me trompe. Non. En tout cas, moi, j'aime bien parce que, en tout cas, j'ai repassé en revue ces 7 commandements et j'en ai sélectionné 5 qui marchent vraiment bien pour moi dans la démarche bâtiment. Remettre en cause les besoins, on en a parlé plusieurs fois, c'est le programme. Un bâtiment, ça commence par un programme d'un maître d'ouvrage, d'un client. Il nous dit, faites ci, faites ça, je veux ci, je veux ça. Aujourd'hui, il y a un peu un manque de remise en question, de questionnement, d'accompagnement du maître d'ouvrage pour lui dire, vous savez, on pourrait peut-être faire un petit peu autrement que de vous mettre tous les bureaux à 26 degrés. Voilà. Donc on essaye de faire ça, mais ce n'est pas tellement passé dans les pratiques encore. Concevoir et produire réellement durable, comme vous le savez, un bâtiment, c'est là pour longtemps. Il faut que ça vive, il faut que ça s'adapte. Donc la technicité qu'on y met, si on en met trop, si elle est mal gérée, risque de devenir obsolète. Donc c'est un vrai sujet de durée de 20 ans, 30 ans, 50 ans, qui est aussi un sujet de carbone, parce que s'il faut recommencer dans 20 ou dans 30 ans, c'est pas pareil que si on recommence que dans 60, par rapport au carbone et aux calculs qu'on peut faire là-dessus. Orienter le savoir vers l'économie de ressources, c'est peut-être pour moi le point le plus important, c'est-à-dire que la manière dont nous travaillons, l'ingénierie que nous pratiquons, elle doit être pensée maintenant pour ces économies qu'on fait. C'est le cas, hein, quand on fait des ACV, c'est qu'on est en train de regarder l'impact carbone de ce qu'on fait et ça impacte la conception. Donc c'est vraiment un sujet tout à fait au cœur de la démarche d'ingénierie low-tech pour le bâtiment. Et l'équilibre entre la performance et la convivialité, on en a parlé, c'est Ivan Illich. C'est peut-être l'autre terme qu'on peut utiliser, en technologie conviviale. Ça marche aussi bien que low-tech pour moi, mais low-tech est devenu un peu le terme usité. Et donc, c'est bien de fabriquer une machine théoriquement hyper performante, mais si elle ne marche pas comme elle devrait, ça ne sert à rien. Alors, c'est très contextuel. Si vous êtes dans le triangle d'or parisien, que vous faites des bureaux de très haut de gamme, peut-être qu'on peut faire une machine très complexe. On met les gens qu'il faut pour faire la maintenance, on met les capteurs qu'il faut pour mesurer, pour vérifier. Mais quand vous faites une école primaire dans n'importe quelle commune de France, même Paris, je dirais, où les moyens sont importants, on ne peut pas faire la même chose. Donc il faut adapter et il faut trouver ce qui marche bien, mais qui correspond aussi à la manière dont les gens vont pouvoir l'utiliser. Il y a deux commandements que je n'utilise pas tellement, en tout cas pour l'instant, et puis le dernier, savoir rester modeste, on en reparlera plus tard. Alors, au-delà du low-tech, enfin, non, pas au-delà du low-tech, le low-tech, pour moi aussi, est très lié à la question des usages. On a aussi pas mal parlé d'usage aujourd'hui. Et finalement, dans le bâtiment, on ne parle pas tellement d'usage, justement parce qu'on fait des dimensionnements un peu théoriques et on oublie un peu de se poser la question de comment les gens vont vraiment vivre là-dedans, qu'est-ce qu'ils font. Donc, on se focalise dans les dimensionnements sur les conditions extrêmes dont je parlais tout à l'heure, très chaud, très froid, mais il faut regarder tout ce qui se passe entre deux. Peut-être se poser sur les questions climatiques, la question de quel est l'inconfort acceptable. Donc nous, on travaille beaucoup ce sujet, mais ça surprend nos clients quand on leur dit « Non, mais écoutez, peut-être qu'on ne climatise pas tel endroit ».
Ah, ils disent, mais pas de problème, c'est génial, mais je veux quand même 26. Et là, on leur dit, non, mais monsieur, si vous voulez 26, on climatise. Donc, il faut qu'on discute ensemble. Qu'est-ce qui est acceptable? Donc, nous, on essaye de fabriquer des graphes pour leur montrer combien d'heures on va avoir au-dessus de 26, au-dessus de 27, au-dessus de 28, etc. Néanmoins, on n'est que des ingénieurs, on n'est pas des psychologues ni des sociologues, donc on bute un peu parfois sur des questions plus fondamentales d'acceptation. Donc, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qu'on peut demander aux gens de faire, peut-être pour que ce soit confortable dans leur maison ou dans leur bureau, sans mettre tout un tas de moteurs compliqués à faire fonctionner et qui consomment aussi de la matière, etc. Bon, j'ai mis une petite photo que j'aime bien d'une porte d'entrée d'un pavillon où eh bien, on peut choisir comment on ventile la nuit ou le jour son espace d'accueil. Alors, les exemples expérimentations qu'on a fait, je vais en montrer deux. Le premier, c'est un travail qu'on a fait chez nous dans notre bureau d'études avec le soutien de l'ADEME, puisque Thierry Faucon mentionnait ce matin la Emilotech. Bon, on avait été un des lauréats. En fait, nous, dans nos métiers, on utilise un truc qui s'appelle la simulation thermique dynamique. C'est une méthode de modélisation du comportement thermique d'un bâtiment. On met un fichier météo de données horaires, donc on a des fichiers statistiques qui disent à Paris, une année normale, voilà quelle température il fait typiquement le 1er janvier, on met toutes les heures, donc on a 8000 lignes, un fichier de toutes les heures de l'année. On fait un modèle du bâtiment avec toutes ses caractéristiques spatiales thermiques. On met des usages, c'est-à-dire on dit, voilà, il y a des gens de telle heure à telle heure, ils font telle chose. Ça sort un résultat. Ça, c'est une méthode très classique utilisée par tous les bureaux d'études. Et typiquement, ça dit, il y a tant d'heures où il va faire plus que 26, où on va consommer 53,22 kWh. Vous imaginez bien qu'en fait, on ne sait pas vraiment ces choses-là aussi bien. Donc nous, on a développer une méthode probabiliste en fait pour perturber les données d'entrée et faire des sortes de probabilités à la fin qui nous donnent un regard un peu plus humble peut-être par rapport aux calculs qu'on peut faire et puis aussi qui permettent de se poser un certain nombre de questions. Et donc je vais juste illustrer ça très rapidement. Donc ça, voilà, on a travaillé notamment, on avait un projet de bureau en rénovation. Le client était intéressé à ne pas mettre de climatisation et donc on essaie de comprendre sous quelles conditions ça pourrait marcher et qu'est-ce que surtout il ne fallait pas faire ou qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça marche. Donc on a utilisé un outil qui est en accès libre qui s'appelle Design Explorer, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui permet de visualiser finalement toutes les simulations qu'on a faites, puisque ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait varier des paramètres, on a combiné. Donc on a fait, là où on fait d'habitude une simulation, on en a fait 2000. Alors on s'est dit par exemple, donc on a fait varier dans certaines simulations, on a fait varier l'ouverture des fenêtres pour faire de la ventilation naturelle, plus ou moins ouverte. On a fait varier le moment auquel on baisse le store en fonction de l'ensoleillement. On a fait varier la température à partir de laquelle on ouvre la fenêtre. On a fait varier le nombre de nuits où on laisse des ouvertures pour avoir la ventilation naturelle. Donc on fait tous ces trucs-là. Et on peut faire une sorte de traçage en choisissant sur un des paramètres une couleur. Donc là, on a choisi le paramètre ventilation nocturne. Et ce qu'on voit, c'est en bas, c'est que si vous ouvrez la fenêtre 4 nuits par semaine, alors vous êtes sûr de ne pas dépasser 29 degrés, ou quasiment sûr. Donc le paramètre absolument fondamental dans cette étude, c'est de bien ouvrir la fenêtre la nuit. Alors pourquoi ça nous a intéressé dans une démarche low-tech? C'est parce qu'on s'est dit, ça peut, donc c'est très high-tech cette ingénierie finalement, mais moi j'aime bien ça, ce contraste. Donc c'est une ingénierie quand même plus importante que ce qu'on fait d'habitude sur les projets, mais qui permet d'étudier les paramètres importants. Et donc on s'est dit, ok, donc ce qu'il faut qu'on conseille à notre client, c'est vraiment de travailler la question de l'ouverture nocturne. Alors, est-ce qu'on va quand même mettre un peu de high-tech à cet endroit-là en mettant des moteurs pour ouvrir les fenêtres? Est-ce qu'on va plutôt travailler la question
d'embarquer les futurs utilisateurs en leur expliquant quand il faut ouvrir la fenêtre, mais c'est ça le paramètre, et par exemple, on va les laisser tranquilles sur les stores, parce que ce n'est pas un paramètre important. Je pense qu'être capable de choisir ses batailles, là où on met de l'argent, là où on met du carbone, ou là où on met de l'éducation, c'est pas mal. Parce que si vous rentrez dans un bâtiment et vous expliquez aux gens qu'il y a 12 trucs à faire pour que ce soit confortable, je pense que ça ne va pas marcher. Si vous leur dites, écoutez, le truc important, c'est vous regardez bien la température le soir, vous regardez la météo, et voilà les moments où il faut laisser ouvert la petite fenêtre qui est faite pour, c'est plus jouable. Donc ça nous paraît un outil intéressant pour faire ce genre de choses. Je passe à un deuxième exemple rapidement, et avant de passer dessus, je demande s'il y a quelqu'un qui a travaillé sur ce projet ou qui fait partie de la commune de Rosny-sous-Bois, parce que moi, je n'ai pas travaillé sur ce projet, et donc j'en parle de l'extérieur, mais parce que je le trouve super intéressant. Donc, ce n'est pas des gens, à ma connaissance, qui disent qu'ils font du low-tech, c'est moi qui pense qu'ils font du low-tech. Voilà. C'est une école... Donc, personne n'a levé la main, donc je suis sauf. C'est une école qui est vraiment une réalisation exemplaire en termes de matérialité bas carbone, parce que c'est beaucoup de produits très peu transformés, c'est-à-dire que le bois c'est du bois entier, il n'y a pas de lamellé collé, les cloisonnements sont aussi en bois, il y a de la paille, enfin je vous passe, il y a beaucoup de choses qui clairement tendent vers moins de carbone et moins de matériaux transformés pour une première partie, puisque le low-tech peut aussi s'appliquer à la question de la matérialité. Et puis sur la technique, ils ont aussi travaillé des choses très intéressantes, de la ventilation hygiénique qui se fait par voie naturelle, des gaines d'air qui ne sont pas en métal mais qui sont en plaques de gypse. J'essaye de ne pas utiliser des marques. Et une des choses qui est très intéressante, c'est par exemple qu'ils utilisent un échangeur de chaleur. Ça, c'est un produit très classique qui permet de faire croiser le flux entrant, le flux sortant pour récupérer la chaleur, mais ils ne l'utilisent pas comme d'habitude puisqu'ils le mettent sur un système à ventilation naturelle. Donc c'est un projet qui vraiment illustre très bien les principes du low-tech. Il est durable, il est vraiment fait, on le sent, hein, pour durer longtemps. Ils ont clairement beaucoup travaillé le sujet pour faire de l'économie de ressources. Donc il y a de l'ingénierie, il y a de la réflexion en amont, c'est évident. Et il y a un équilibre recherché entre performance et convivialité avec des commandes très très simples pour mettre en marche la ventilation, bypasser les changeurs quand la température ne nécessite pas qu'on s'en serve, etc. Donc c'est un très bel exemple. Mais ce qui est surtout intéressant dans leur exemple, c'est le processus de conception. En fait, c'est une conception réalisée en interne. Il y a une direction de la recherche et de l'innovation à la ville de Rosny, dans laquelle il y a déjà des architectes et des ingénieurs, et ils font le boulot tout seuls. Donc, c'est pas bien pour nous, parce que nous, on vend notre savoir-faire, mais ça montre que peut-être c'est aussi les conditions de la commande et le processus, puisque ce n'est pas leur premier bâtiment, donc c'est aussi voilà, une accumulation de savoir. C'est là où ce 7e commandement de rester humble arrive aussi, ou modeste arrive aussi. Et je suppose, c'est une supposition, qu'ils ont beaucoup discuté entre eux, qu'est-ce qu'on fait vraiment, de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin. Et donc ils ont très bien travaillé cette idée de remettre en cause les besoins. Et donc ça interpelle sur les conditions nécessaires pour arriver à avoir des approches low-tech dans le bâtiment, parce que je peux vous garantir que c'est l'école la plus aboutie sur les questions climatiques, environnementales, de tout ce qui a été fait des 10 dernières années en France. Voilà. Et donc, ce n'est pas par hasard que c'est un processus comme ça. Il faut que je finisse. C'est ma dernière slide. Je vais la faire plus courte que j'aurais voulu. Quelle ingénierie pour arriver à faire du low-tech dans le bâtiment, pour arriver à faire ce genre de choses? Je m'appuie sur un article d'un professeur émérite au Portugal qui s'appelle Dias de Figueiredo, qui répartit un peu comme ça les ingénieurs ou les compétences des ingénieurs. En vertical, c'est entre théorie et pratique. En horizontal, je pense qu'on pourrait dire que c'est à droite sciences dures, à gauche sciences molles. Je ne suis pas sûr qu'on utilise encore ces terminologies. Excusez-moi de le faire. L'ingénierie française, historiquement, elle est plutôt dans le cadran en haut à droite.
Et dans le bâtiment, c'est quand même pas mal aussi, parce que la physique du bâtiment est très complexe. Notamment, peut-être vous l'avez compris dans les exemples que j'ai montrés, la physique d'ouvrir une fenêtre, de l'ouverture d'une fenêtre est beaucoup plus complexe que la physique de pousser de l'air dans un tuyau. Donc si je veux faire un truc simple à la fin, je dois mettre beaucoup d'ingénierie, de physique avant. Donc c'est bien d'avoir ça, mais peut-être qu'on a aussi besoin d'ingénieurs qui sont un peu plus des artisans, qui sont un peu plus en prise avec le concret de la fabrication, les limites de la matière, les complexités de la technique pour ne pas rester dans le théorique. Donc ça, ce serait descendre vers le bas. Et on a peut-être aussi besoin qu'ils aillent un peu plus vers les sciences sociales, peut-être en travaillant avec des sociologues sur les questions d'acceptabilité, les questions de participation des usagers, de co-conception, etc. Tout ça pour finalement arriver vers un ingénieur concepteur un peu comme les grands modèles de la Renaissance, donc c'est peut-être un petit peu exagéré, mais disons qu'aujourd'hui, il me semble intéressant et important de se poser la question de la manière dont on va former des ingénieurs pour être capable d'appliquer des approches low-tech qui aboutissent à la fabrication de divers produits que je ne qualifierais pas nécessairement comme low-tech, mais comme produits conçus selon une démarche low-tech. Voilà, j'ai terminé, c'était un petit peu long. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi j'en ai une toute petite là sur la conception de la... Ah, merci pour le papier, ouais, super intéressant. Sur l'école, est-ce que les enseignants et enseignantes ont été mis dans la boucle pour la conception du bâtiment? Malheureusement, comme j'ai approché le truc par l'extérieur, je ne sais pas répondre, mais je serais quand même pas surpris que oui, qu'il y ait eu quelque chose. Mais il faudrait enquêter plus sur cette école. Peut-être il y a des gens ici, universitaires, qui vont avoir envie de les contacter, de comprendre comment ils font. Je suis désolé d'être incompétent là. Moi, j'ai peut-être une question un petit peu provocante. Quand on revient sur votre dernière slide, vous mettez l'ingénieur au centre de tout ça. Mais est-ce que c'est bien le bon acteur, en fait? Parce que là, je vois artisans, je vois des gens qui sont plutôt dans la partie, on va dire, sciences sociales, donc sociologues. Est-ce que, du coup, la façon peut-être de faire un bâtiment low-tech, ce serait de ne pas mettre un ingénieur dans la boucle? J'ai plus de boulot, moi. Alors, je crois qu'on a quand même besoin d'ingénieurs parce qu'il y a des sujets d'ingénierie. C'est bien d'avoir d'autres gens. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate un peu une sorte d'accumulation de conseillers qui arrivent de toutes parts et ça ne facilite pas toujours les choses. Chacun arrive et doit un peu montrer qu'il est sachant, etc. Donc, en tout cas, moi, je sais que dans ma pratique, je cherche des gens capables à partir du haut à droite, qu'il faut qu'ils aient. Des gens qui sont capables d'aller un peu, de migrer un peu vers la gauche et vers le bas et en diagonale. Et il me semble qu'on va vraiment avoir besoin de ces têtes-là dans l'ingénierie du bâtiment, en particulier sur les sujets climatiques qui ont... Voilà, faut dire les choses assez directement. Il y a 30 ou 40 ans, aucun jeune talentueux qui voulait devenir ingénieur allait dans ces métiers-là, pour le bâtiment. Ils allaient chez EDF, ils allaient chez qui vous voulez. Aujourd'hui, ça change, donc on a l'arrivée de jeunes qui sont intéressés par ces métiers. Il faut réfléchir à la manière dont on les forme pour être dans les bureaux d'études, peut-être aussi pour être dans les maîtrises d'ouvrage, pour que la commande évolue, et qu'on arrive un peu à massifier des approches qui restent pour l'instant trop localisées, trop micro. Oui. Vous disiez que la commande publique ne permet pas forcément d'aboutir à des bâtiments ultra performants finalement, ou enfin en tout cas aussi bien que celui que vous présentiez.
Est-ce que faire tomber la barrière entre l'architecte et l'ingénieur au moment de la conception et faire qu'il y ait des bureaux qui intègrent les deux permettrait pas aussi de pousser dans cette direction-là? Ça, c'est une solution possible. Il y a des agences qui intègrent l'ingénierie, il y a des agences il y a des architectes qui ont compris, qui ont envie de travailler avec des ingénieurs qui se voient aussi comme des concepteurs. Enfin, j'en fais partie. Moi, je revendique un rôle de co-conception dans les projets. Je ne suis pas là juste pour faire marcher ce qu'on me donne, les plans qu'on m'envoie. Moi, j'ai l'impression que ça peut marcher, mais ce qui est aussi fondamental, c'est la relation au maître d'ouvrage. Donc, c'est vrai qu'elle est typiquement plutôt portée par l'architecte. Je pense qu'il faudrait ouvrir aussi un peu plus pour finalement recréer. De ce que je comprends à Rosny, c'est que finalement, tous ces gens-là se connaissent, s'apprécient, se respectent, écoutent les points de vue des uns des autres. Dans un projet tel qu'il est classiquement fait en loi MOP, avec le concours, etc., c'est quand même moins le cas. Je pense que toutes les formules qui permettent d'être moins segmentées, d'être moins cloisonnées sont bonnes. Et du coup, il faut les ingénieurs capables aussi d'avoir ces échanges-là. Et moi, ma pratique de terrain, mon ressenti de terrain, c'est qu'on a quand même un peu du mal à les avoir. Voilà. Donc c'est pour ça que je préconise qu'on réfléchisse à la formation. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question sur le projet avec le Design Explorer. Alors, j'ai bien entendu votre propos et je suis assez d'accord de dire que l'industrie du bâtiment est assez particulière en ce sens que l'objet est d'une taille différente et a priori aucun projet se ressemble vraiment. Je ne sais pas si vous avez réussi à obtenir ce graphe-là tout de suite, ou si finalement, ça a été aussi l'objet de plusieurs itérations pour finalement se rendre compte et mettre en lumière là, parce qu'on a, nous, le graphe fini, que oui, c'était le nombre de jours, la nuit, où on ouvrait le nombre de nuits où on ouvrait la fenêtre qui permettait de rester toujours à une température maximale en dessous d'un certain seuil. Alors, même si... encore une fois, chaque cas, chaque implantation est différente et dépendante du contexte géographique. Est-ce que finalement, il y a eu besoin à un moment donné pour ce projet-là d'une ingénierie très high-tech finalement pour mettre quelque chose de low-tech en place? Est-ce que maintenant, avec cette expérience-là, on ne peut pas se dire on n'a pas besoin de faire tourner, d'ailleurs je ne sais pas combien de temps elles vous ont pris vos 2000 simulations, mais c'est quand même un peu lourd, non? Une petite nuit, quoi. Ouais, ça va. Et du coup, ma deuxième question, c'est, maintenant qu'on sait qu'il faut ouvrir la fenêtre la nuit, qu'a décidé le client et quel est l'accompagnement qui est... Est-ce que vous êtes inclus dans cette démarche de comment ce qu'on a déterminé en conception bien avant, on va essayer de faire en sorte que vraiment ce soit fait? Est-ce que... voilà. Ce sont des bonnes questions. Alors, bien évidemment, justement, c'est notre travail d'analyse qui permet de voir que c'est quand je mets le marqueur rouge sur... en gros, je mets la différenciation de couleurs sur ce paramètre-là, je vois un truc à la fin. J'aurais pu vous montrer que l'activation des stores, donc on aurait eu du rouge et du bleu là, et puis à la fin, tout aurait été mélangé. Ça aurait été aussi intéressant de le voir. Je pense qu'il est peut-être... Non, il n'est pas dans cet article-là, il est dans d'autres, mais... Voilà, il fallait que je choisisse, mais évidemment, c'est un travail d'analyse. Et d'ailleurs, cet outil est aussi intéressant en interne pour faire comprendre à nos ingénieurs qu'il ne suffit pas de faire le modèle, d'appuyer sur le bouton et de me dire « c'est ça le résultat ». Ça, j'ai horreur de ça, mais ça, vous le connaissez tous si vous faites de l'ingénierie avec des moyens de simulation un peu sophistiqués. Il faut quand même apprendre aux gens que derrière, il y a de l'analyse, il y a de la critique, etc. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet un peu de tordre... Enfin, on maltraite un peu notre modèle et on voit un peu ce qui sort et on réfléchit dessus. Donc ça, c'est une première réponse. Alors après, je pense que finalement, c'est quoi la simulation d'un phénomène physique? C'est une sorte d'extension de notre cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des choses que, effectivement, vous savez qu'il faut faire dans un bâtiment. Moi, je sais un certain nombre de choses. Notamment parce que j'ai déjà fait de la simulation. Donc peu à peu, effectivement, on étend notre champ de compétences, disons, hors simulation. Ce sujet de vraiment comprendre quel était le paramètre dominant, je ne l'avais pas encore.
J'ai un peu besoin, on l'a refait sur quelques bâtiments. Effectivement, on a plutôt tendance à le revérifier. Donc peut-être que ça va rentrer dans des sujets où, au bout d'un moment, on va dire aux gens, faut faire comme ça et ça suffit. Donc il y a effectivement des sujets qu'on n'a plus besoin de simuler parce qu'on les connaît. Parfois, on est quand même obligé de les simuler pour le montrer, pour l'expliquer. Parce qu'il y a ça aussi dans le travail de l'ingénieur, il y a toute la dimension communication. Ça aussi, il faut l'expliquer un peu souvent et c'est compliqué. Qu'il ne suffit pas de faire des calculs, il faut quand même expliquer aux clients ce qu'on fait. Il faut que les gens comprennent et les gens ont le droit de ne pas comprendre si c'est trop compliqué et mal présenté. Parfois, ça nous aide aussi pour ça, mais bonne remarque. Oui. Je vous propose qu'on s'arrête là. Il y aura peut-être des questions groupées à la fin. On va accueillir maintenant Paola. Merci Benjamin. Ouais.